vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisque je suis accompagnée de Vanessa. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien? Bonjour, bonjour Marine, bonjour à tous. Et ben encore merci pour cette invitation et ça va très bien. Je suis enchantée d'être sur le podcast de la But First Academy, c'est génial. Je suis trop contente. Est-ce que pour les gens du coup qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te Non, présenter? c'est pas possible, ça n'existe pas. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie et nous dire un peu à quoi ressemble ton quotidien? Bien sûr, avec plaisir. Donc je m'appelle Vanessa, j'ai officiellement 42 ans, mais je dis souvent que j'en ai éternellement 33. Je m'arrête à ça. Aujourd'hui, j'exerce le métier, comme je dis, le plus à la mode. Je suis coach. Mais ça n'a pas toujours été le cas, puisque j'aime à le rappeler, il n'y a encore pas si longtemps que ça, environ 2 ans, j'étais encore notaire associé en région lyonnaise. J'ai été notaire dans ma propre étude pendant une dizaine d'années. Et suite à une grosse perte de sens, de ne plus me reconnaître dans cette belle profession néanmoins, j'ai choisi de tout arrêter, de tout plaquer, de tout vendre. Et je suis même partie vivre à 400 kilomètres de là, au soleil de Montpellier, pour vraiment vivre ma meilleure vie. Et aujourd'hui, mon quotidien se résume à ne faire que des choses que j'adore, puisque je me forme moi-même continuellement et c'est un vrai plaisir. Et aujourd'hui, j'accompagne des femmes entrepreneurs justement à retrouver cette énergie, à retrouver cette joie de vivre, de la confiance, du kiff, en créant vraiment une vie sur mesure, un peu comme je l'ai fait moi, avec un outil un peu particulier dont on va parler qui s'appelle le Human Design. Exactement. Est-ce que du coup, tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire? Je sais qu'il y a certaines personnes qui l'ont probablement déjà vu, d'autres personnes qui en ont probablement jamais entendu parler. Comment est-ce que Mhm. toi, tu définirais le Human Design? Le Human Design, en fait, c'est un outil pour se connaître. Il y en a plein d'autres. Il y a le MBTI, pour ceux qui connaissent, ça vous fait une suite de lettres après un test psychologique ENFJ ou je sais plus quoi. Le disque, on est bleu, jaune, vert ou rouge, l'énéagramme. Mais le Human Design a cette particularité que lui ne pose aucune question, puisque c'est un outil qui a quand même une construction ésotérique. Il recense plusieurs sciences anciennes, puisqu'on va avoir un background d'astro, de chakra, de I Ching, de Kabbale, mais également de neurosciences et de physique quantique. Et en fait, juste avec nos données de naissance, date, heure et lieu de naissance, cet outil va établir la cartographie de qui on est, comment on fonctionne le mieux, comment on prend nos décisions, quelles sont nos forces, nos challenges, comment on va pouvoir bâtir une vie que l'on dit, même si j'aime pas trop ce terme, alignée. C'est-à-dire que vraiment, on aura quelque chose de similaire entre ce que l'on pense, ce qu'on a dans le cœur et ce que l'on vit. Et c'est vraiment un compagnon de route qui nous apprend à nous connaître profondément, parce que c'est la base de n'importe quel projet, qu'il soit pro ou perso, il faut commencer à savoir qui on est. Ouais. Et c'est souvent le travail le plus difficile. Parce que du coup, on a tendance un peu à être influencé par ce qu'on va avoir sur les réseaux sociaux, Mm, ce qu'on va nous dire, ce que on va analyser par nous-mêmes. Et au final, c'est vrai qu'on peut très rapidement s'éloigner de qui on est réellement. Je parle notamment, complètement. par exemple, en création de contenu, tu vois. Tout le monde nous dit, oui, il faut absolument créer de la vidéo, il faut absolument se montrer. Mais il y a des gens qui n'aiment pas ça. Il y a des gens qui ne veulent pas. Et du coup, qui se freinent directement parce que, bah, vu qu'ils ne vont pas faire tout ce que les gens leur disent de faire, bah, du coup, on se bloque, je suis nulle, je ne sers à rien, de toute façon, je ne sais pas faire, donc je ne fais plus rien. Donc je trouve que c'est un outil qui est vraiment puissant de se dire, bah, je peux me connaître moi-même. Et là, je vous ai donné l'exemple de la création de contenu, mais on parle Mm. vraiment de tout. Toi, notamment, tu parles aussi de sens de différenciation. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que tu entends par là? Est-ce que ça veut Sûr. dire être absolument différent de tout le monde? Parce que je sais que parfois, ça fait un peu peur aussi de sortir de Bien certains sûr. cadres. Ou est-ce que c'est vraiment le sens de différenciation, mais en lien avec nous-mêmes? Exactement, tu as entièrement raison. Effectivement, on dit du Human Design que c'est la science de la différenciation ou bien de l'unicité. En fait, le but véritablement, c'est de revenir à notre propre fonctionnement. Donc l'idée n'est pas d'être foncièrement différent, original, extravagant par rapport au reste du groupe. Et ça, c'est quelque chose qui naturellement va nous faire peur. Ça, on le garde depuis l'homme de Cro-Magnon, hein, c'est inscrit dans nos gènes. Si on est exclu du groupe, on se fait bouffer.
Donc ça, on évite. Au contraire, le human design va surtout nous ramener cette différenciation de nous repositionner, nous, ce que l'on aime, nous, comment on fonctionne, nous. Et je rebondis sur ce que tu dis, tu as tellement raison. Aujourd'hui, il y a un espace de stéréotype qui tourne sur ce qui est censé être un entrepreneur. Or, si on revient à comment on fonctionne, quelles sont nos valeurs profondes, quel est notre niveau d'énergie chaque matin ou nos appétences, eh bien, en fait, il y a mille façons d'être entrepreneur. Et il n'y a même pas besoin d'être sur les réseaux. Mhm. J'en connais plein qui vont s'éclater avec du networking physique, en fait, avec des vrais gens sans caméra, sans réel, sans devoir tourner une petite vidéo à chaque fois qu'ils sont cool un café, quoi. Complètement. Mais je suis tellement d'accord avec toi parce que c'est vrai que pendant très longtemps, si vous me suivez au sein de la But First Academy, vous l'avez peut-être déjà vu, j'ai développé mon business en dehors d'Instagram. Moi, pendant 5 ans, je n'aimais pas Instagram. C'était très compliqué pour moi de m'exposer, de me montrer et Mm, très compliqué de faire face aussi au jugement des gens quand bien les autres sûr. personnes ne savaient même pas que j'avais un business. C'était même pour vous dire, mes parents ne savaient presque pas réellement ce que je faisais dans la vie. Donc très Alors, compliqué. même après sur Instagram, hein, personne ne sait ce qu'on fait, en fait, hein. Exactement, bon, ça reste très compliqué pour eux quand même. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a certaines règles que vous n'êtes pas obligé de respecter. Et c'est vrai Ah, que tellement. le Human Design vous permet du coup de faire cette introspection-là. Tu parlais du coup d'unicité, Ouais, autre terme que moi j'adore. Mais un autre terme que les gens peuvent se dire, mon Dieu, ça veut dire que je vais du coup être moi-même, puisque être unique, c'est arrêter de faire un peu ce que fait le voisin et du coup exactement. arrêter d'être à courant et de faire vraiment du contre-courant par rapport à ce que l'on pourrait voir. Comment est-ce qu'on gère justement cette peur de ne pas faire comme tout le monde, de ne pas être madame tout le monde? Parce que mine de rien, moi j'aime bien donner un exemple. Quand on a une foule de 1000 personnes et que ces 1000 personnes sont habillées en blanc, un peu ce qui se passe actuellement sur Instagram, on a tendance à voir tout le monde, mais au final, on ne voit personne. Si au milieu de ces personnes, il y a une personne habillée en rouge, forcément, on va la voir, parce que du coup, elle aura été unique et aura fait un peu comme tout le monde. Néanmoins, cette position de la personne rouge, ça peut ici créer quelques petits déboires, même mindset, psychologique, des barrières, etc. Comment est-ce qu'on fait justement pour s'assumer réellement? Déjà, il faut commencer de s'assurer qu'on aime vraiment le rouge et que c'est pas juste pour sortir du lot. Commençons par ça. Que ça ne va pas tout le monde. Mais si Totalement. vraiment c'est notre couleur préférée, qu'on se rend compte que vraiment être comme tout le monde, être dans la masse, être dans du blanc, du beige, de l'ocre, on n'en peut plus et qu'on a vraiment envie de se différencier, déjà, j'ai envie de dire, il faut commencer par une petite touche. Mm. Avant même de se mettre en full tenue rouge, bah, commençons par juste mettre un rouge à lèvres pour essayer petit à petit. Il faut prendre vraiment conscience que la confiance, ça n'est pas inné, c'est une compétence que l'on développe. Et on la développe absolument pas dans des livres, on la développe exclusivement en bougeant, en se mettant en action. Donc en fait, il faut simplement commencer par ce que l'on connaît très bien, la théorie des petits pas. On y va petit à petit. Et c'est très important ce que tu rappelles parce que malheureusement, la plupart des entrepreneurs qui se lancent aujourd'hui font les choses à l'envers. C'est-à-dire qu'ils vont commencer, ils ou elles, hein, de manière générique, ils vont commencer à vouloir acquérir des compétences, à maîtriser ChatGPT, à maîtriser Instagram, à faire des réels, à acheter le dernier iPhone, la caméra. Mais en fait, non, il faut commencer par se connaître soi et partir de soi. Qu'est-ce que l'on aime? Est-ce qu'on aime le rouge? Est-ce qu'on aime le blanc? Mais peut-être qu'on aime le blanc, mais pas tout à fait le même blanc. Il est un petit peu blanc cassé. Donc, en cherchant vraiment ce qui est important pour nous, on va l'amener petite touche par petite touche. Et cette différenciation ne sera pas du jour au lendemain parce que c'est quelque chose qui peut être très compliqué à assumer, mais elle va y aller vraiment juste changer une police d'écriture, changer une image de fond, choisir une couleur que l'on va s'approprier et on va la mettre sur tous nos textes, sur nos backgrounds, etc. Et en fait, c'est ça le branding. On est notre marque, on va créer notre identité et on a même des éléments dans le human design de branding pour connaître vraiment comment on va être perçu et qu'est-ce qu'on est là pour amener aux autres. Mais vraiment, il faut y aller par petites touches. Ne nous révolutionnons pas tout de suite, sinon on aura du mal justement à l'assumer et on ne tiendra pas sur le long terme. J'aime bien cette notion de s'autoriser. En fait, dans tout ce que tu C'est dis, ça. je ressens vraiment le fait de dire, ben, en fait, s'autoriser à être soi-même, s'autoriser à se mettre en avant, s'autoriser à se mettre en avant de la manière dont on souhaite le faire. Et si vous ne souhaitez pas vous montrer, vous avez le droit également de ne pas le faire. Exact. En fait, tout fonctionne. Toutes les stratégies marchent sans aucune exception, mais pas pour tout le monde.
Ouais, j'aime bien. Est-ce que tu pourrais me donner un exemple d'une personne ou d'un cas que tu as déjà vu, ou même de toi-même, hein, peu importe, de méfaits liés à cette méconnaissance? Est-ce que tu t'es retrouvé à faire des choses que tu ne voulais pas faire? Est-ce que, Alors, vous avez 2 heures? pour nous donner un peu, tu vois, une idée de quelles sont les conséquences, même, tu vois, liées au physique également. Moi, pendant très longtemps, il y a certaines choses que je ne voulais pas faire, je me suis obligée à les faire et le matin, franchement, j'avais pas envie de me lever, la motivation, elle n'y était pas du tout. Puis au final, j'étais pas concentrée. Enfin, je passais 1000 heures à faire une petite tâche, alors que si j'avais réellement aimé le faire, ça m'aurait pris 15 minutes. Est-ce que toi, tu l'as connu un petit peu ce sens de, bah, je vais moi-même, en fait, faire un truc comme tout le monde parce que bah, c'est ce que tout le monde me dit. Et même comme ça, ressentir du coup des certaines conséquences dans ton business, dans ta vie pro, ou même juste dans ton quotidien. Ah, mais complètement. C'est-à-dire que faut bien prendre conscience que c'est pas, par exemple, euh, le fait de connaître le human design, mon human design, je trébuche comme tout le monde. Et surtout, quand on va toucher à des domaines comme se lancer dans l'entrepreneuriat, moi, je sortais d'un métier qui est le notariat, où pendant plus de 15 ans, j'avais une interdiction légale de faire ma publicité personnelle. Donc, autant dire que je partais avec un petit handicap à un niveau marketing, hein, techniquement. Et de fait, ben, forcément, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc la première phase d'apprentissage, c'est le mimétisme. On va reproduire ce que font les autres. Mais finalement, c'est aussi comme ça que ça marche, par l'expérience, savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. De fait, même moi, j'ai fait exactement la même chose. C'est-à-dire que je me revois encore l'année dernière, en plein doute, encore une fois, et j'en parle en connaissance de cause, sur ben, comment on fait pour lancer une stratégie, comment on fait pour acquérir des prospects. Et du coup, j'ai fait comme tout le monde, j'ai pris un mentor business et que j'estimais qui m'inspirait. Malheureusement, je n'avais pas fait la démarche aussi de connaître son HD pour s'assurer que quelque part ça fitait entre nous. Parce qu'il y a une image que j'aime beaucoup et souvenez-vous-en bien et soyez très pertinent quand vous choisissez quelqu'un en tant que coach, en tant que mentor. Le mentor, c'est vraiment quelqu'un qui va vous faire dupliquer ce qui a fonctionné pour lui sans s'assurer que cela nous convienne. Ça serait comme dans un dressing, le mentor, il vous dit, bah tiens, je te donne mon jean, mon pull, mon chemisier, et c'est comme ça que j'ai fait la couverture de Force, en payant la plupart du temps. Mais il faut bien avoir conscience que si cette personne, elle fait une taille 36 et que nous, on fait un petit 40 des familles, hein, ça ne va pas marcher. Là où le coach, lui, il est là pour aller chercher, OK, qu'est-ce que t'aimes? C'est quoi les vêtements qui, toi, te font plaisir? Et viens, on va les chercher ensemble. Et moi, j'ai fait cette erreur de prendre un mentor qui m'avait donné une stratégie qui fonctionnait parfaitement bien, hein, pour lui, il n'y avait aucun souci, à dupliquer des masterclass identiques tous les mois, à mettre un billet de Facebook Ads et à relancer comme ça. Sauf que la première, bah, ça m'a amusée. Je dis, ah, trop bien, j'adore faire des masterclass, j'adore parler. Et puis arrive le mois d'après en disant, bon, vraiment que je fasse la même parce que ça ne m'amuse pas des masses. Et moi, dans mon human design, je suis d'un type énergétique qu'on appelle le générateur. Le succès, mon succès réside dans mon niveau de joie. Autant te dire que là, j'en avais pas beaucoup. J'ai fait ça une fois, deux fois, trois fois. Et là, après, j'ai dit, mais c'est pas possible, je m'amuse pas en fait. Pourquoi je suis devenue entrepreneur? Pourquoi je suis devenue entrepreneur? Pour prendre du plaisir, pour avoir de la qualité de vie et pour faire un métier vraiment qui me passionne et qui m'anime. Là, ça m'animait pas du tout. Donc, j'ai arrêté le mentorat en milieu de parcours et j'ai dit, là, stop, c'est pas pour moi. Et un autre exemple en quelques instants, c'est vraiment une de mes élèves de la formation Human Design qui m'en a parlé. Euh, Elle est ce qu'on appelle manifestor. Les manifestors en Human Design sont là pour initier, pour faire le premier pas, mais ils ont un accès à un niveau d'énergie physique qui est fluctuant. Donc, ils peuvent avoir un petit peu de mal à durer dans le temps. Ce sont un peu des sprinteurs, là où les générateurs comme moi, on est plutôt des marathoniens. Eh bien, cette jeune femme a voulu se lancer dans le coaching et puis elle a fait comme tout le monde, c'est-à-dire qu'elle a voulu se lancer sur les réseaux, elle a pris un coach Insta qui n'était pas sensibilisé en fait à cette différenciation de fonctionnement pour les gens et qui a balancé ouais, un challenge, un Reels par jour pendant 30 jours. Oui, bien sûr, va faire ça à un sprinter qui n'est pas constant. Elle en a été dégoûtée, c'est-à-dire qu'elle a abandonné son projet d'être entrepreneur, elle a repris un boulot salarié, non pas qu'il s'agisse de quelque chose de dégradant, elle a simplement abandonné cette idée parce que vraiment, physiquement, ça lui créait des angoisses, elle était dans un stress de dingue et elle n'arrivait pas à tenir ce schéma du challenge un truc par jour. Parce qu'on lui avait dit, mais oui, mais il n'y a que comme ça que tu arriveras à être à l'aise.
Ben non, en fait. Complètement. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu du coup, parce que tu nous as parlé de différents profils, est-ce que tu pourrais approfondir un petit peu juste pour que les gens qui nous écoutent puissent se dire, ben, je suis peut-être un petit peu plus comme ci, je suis Bien peut-être un sûr, peu plus comme ça. Non pas qu'on veut vous mettre dans des cases, pas du tout, mais absolument pas. c'est vraiment juste pour qu'on puisse approfondir du coup cette notion de human design et comprendre un peu aussi toutes les ficelles qu'il y a derrière et tout ce que vous allez pouvoir en retirer dans votre business, mais également dans les actions que vous allez mettre en place. Exactement. C'est très important ce que tu dis, Marine, de rappeler que le Human Design n'est pas là pour nous mettre dans des cases parce qu'il y a des niveaux de lecture qui sont très, très profonds. Une analyse Human Design perso, avec moi, ça dure quasiment 2 heures. Donc là, je vais vous le résumer en 20 secondes. Donc autant vous dire qu'on va être vraiment sur le petit premier flocon du début du sommet de l'iceberg. Mais on commence en fait à regarder notre type énergétique, le rôle qu'on est censé jouer. Imagine une équipe de foot. Eh bien, si tu as été câblée pour être attaquante alors que tu passes ta vie dans les cages, Mm. il y a un souci. Le but étant de vraiment prendre conscience du rôle de chacun. Dans le Human Design, on détermine 5 types énergétiques, c'est-à-dire qu'on a la catégorie des marathoniens, ceux qui ont un accès à une énergie qui est constante. Elle est sur on le matin, elle va durer tranquillement toute la journée, elle va être sur off le soir. Ce sont les générateurs et les manifesting générateurs. Ces 2 catégories sont vraiment des bâtisseurs, des passionnés, ils sont là pour faire des choses. En face, on a les sprinters qui vont avoir accès à une énergie énorme, mais dans un plus petit laps de temps, et qui vont avoir besoin de vraiment repos, même en journée, pour réalimenter. On va retrouver dans cette catégorie les projecteurs, qu'on appelle les guides, qui ont vraiment le don de voir ce que les autres ne voient pas. On va retrouver également les manifestors, donc ces leaders qui sont là pour initier. Et également, beaucoup plus rare, seulement 2% de la population, les réflecteurs, qui sont vraiment là pour euh, prendre le pouls de leur environnement, créer des communautés, créer des cocons dans lesquels tout le monde se sentira bien. Ok, donc là, on a vraiment le panel de tout ce que l'on peut faire et de tout ce que l'on peut voir en termes de profil. Oui, Tu c'est parlais vraiment le premier niveau de lecture, hein. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Après, il y a bien entendu votre personnalité, votre date de naissance, Bien il faut sûr. vraiment approfondir tout ça. Là, c'est vraiment juste le panel pour que vous puissiez avoir une idée de ce qu'il est possible de faire. Mais, et déjà, rien qu'avec ça, on a beaucoup d'informations. Oui, bien sûr. Tu donnais l'exemple tout à l'heure justement du fait de ou de quitter l'entrepreneuriat pour retourner en salariat. Toi, tu as fait le choix de quitter un mentorat parce que tu te sentais pas bien Je me là-dedans. suis sens pas Euh, bien. Moi, pour moi, c'est une vraie preuve de courage, mais il faut aussi réussir à s'autoriser. Mm, S'autoriser à prendre des décisions pour soi, bien s'autoriser sûr. à prendre des décisions pour son business, à s'écouter. Comment est-ce qu'on arrive à faire tout ce travail-là? Est-ce que c'est un travail de confiance? Et comme tu le dis, c'est de la confiance, ça se travaille, c'est pas inné, on ne naît pas avec une confiance en soi. Ou est-ce que c'est vraiment de se dire, en fait, on remet tout à plat et je comprends qu'il y a un problème. Parce que c'est vrai que, par exemple, tu vois, moi, il y a beaucoup de gens au sein de la First Academy qui viennent à moi, qui ont un problème et qui ont souvent des barrières psychologiques, qui ont un problème au niveau du mindset et qui sentent réellement qu'il y a ici des blocages. Mm. Mais pour moi, c'est des gens qui ont peur de s'autoriser. Donc moi, je prône le fait de s'autoriser, d'aller en avant, même si ça marche pas. Au moins, tu l'auras fait et ce sera cool et tu auras pris du plaisir à le Mm. faire. Comment est-ce que toi, tu as eu le courage, justement, en fait, d'avoir tout ce parcours, de quitter le notariat, de te lancer en entrepreneuriat, en fait, juste de prendre ta place et d'accepter d'être qui tu es réellement? Alors déjà, c'est important de rappeler que moi, dans mon parcours, notamment quitter le notariat, j'ai malheureusement attendu vraiment que ça soit presque une question de survie, ce qui peut être souvent le cas. Parce qu'il faut bien avoir conscience qu'en fait, beaucoup de personnes veulent changer, mais très peu sont prêtes à payer le prix de ce changement. Et moi, c'est ce que j'appelle la zone grise. La zone grise dans notre vie, c'est pas ouf, mais ça va. Et tant que ça va, on ne changera pas. Néanmoins, pour répondre à ta question, vraiment, je vois 2 aspects à ça. Primo, et là, le Human Design intervient, c'est qu'en fait, on découvre avec notre Human Design que nous avons un système de prise de décision qui est unique pour nous. Et déjà, l'identifier, le reconnaître, savoir à quoi ça correspond dans notre corps, dans notre ressenti, un oui, à quoi ça correspond un non, déjà, ça permet énormément d'apaisement, de se dire, OK, je sais comment je suis censée prendre mes décisions, je sais reconnaître quand c'est oui pour moi, quand c'est non pour moi. Mais le reconnaître ne veut pas dire franchir le cap et assumer de prendre cette décision.
Et là, c'est le deuxième aspect où moi, pour le coup, j'ai eu cette espèce de, je sais même pas si je peux dire révélation, mais en tout cas, sur le moment, émotionnellement, pour moi, c'en était une. C'était de me rappeler qu'en fait, bah, rien n'est définitif. Alors, je le dis souvent avec beaucoup d'amour, à part la mort et les impôts, rien n'est définitif. De ce fait, mon diplôme, je le gardais, mes compétences, je les gardais, et toutes les personnes qui nous écoutent et qui voudraient changer de vie, c'est pas, vous ne redevenez pas une page blanche en fait. Tout votre passé, votre histoire, vous l'amenez avec vous. Et malheureusement, on est dans une société où on nous a appris à diaboliser l'échec. Et ce, dès que nous sommes à l'école, on nous donne des notes. Si on a le malheur de revenir avec un 2 sur 10 ou un 2 sur 20, ah bah là c'est bon, on a échoué, c'est foutu, on est presque mis en avant dans la classe, etc. Or, moi j'aime beaucoup cette phrase, plus tu te plantes, plus tu pousses. Et statistiquement, plus on essaye, plus ça va fonctionner. Vouloir vivre une vie sans échouer, c'est vouloir vivre une vie où il ne se passera rien, rien du tout. Donc, j'ai vraiment eu ces deux aspects que je trouve fondamentaux. Reconnaître mon système de prise de décision, qui n'est pas de faire des listes de pour et de contre, comme on pourrait le croire. Pour donner un exemple très concret, pas mal de générateurs comme moi sont ce qu'on appelle d'une autorité intérieure. Qu'est-ce qui fait autorité pour nous pour prendre des décisions? Que l'on dit sacral. Le sacral, c'est quoi? C'est tout notre système digestif, nos tripes, notre système reproducteur. Eh bien, un générateur sacral, quand c'est oui, il le sent dans son ventre, exactement comme quand on lui propose un plateau de sushi. En tout cas, ça me fera cet effet-là. A contrario, si c'est non, tout va se verrouiller dans le ventre. D'autres ont des systèmes de décision qui sont plus émotionnels, d'autres plus intuitifs. Il y en a comme ça environ sept prises de décision différentes. Ben, juste de savoir comment on fonctionne, ben, je vais être plus attentive à ça quand je me pose des questions. Est-ce que c'est un oui dans le corps? Est-ce que c'est un non? Je fais une aparté, pourquoi dans le corps? Parce que l'human design part du principe que notre mental n'est pas fait pour prendre des décisions. Il a été intégralement façonné par la manière dont on a été éduqué, par ce que l'on croit possible de faire ou de ne pas faire. Et pour terminer cet aparté, c'est un système qu'on retrouve dans les travaux d'un prix Nobel d'économie qui s'appelle Daniel Kahneman. Et Daniel Kahneman, en 2002, il a établi que nous avons deux systèmes de prise de décision. Alors, je ne sais plus jamais lequel est le 1 et le 2, mais le système 1, il est cortical, analytique, logique et lent. Et le système 2 est amygdalien, émotionnel, instinctif, intuitif. Et tous les plus grands leaders de ce monde le diront tous, qu'il s'agisse de Jeff Bezos pour Amazon ou d'Elon Musk, que leurs plus grosses décisions n'ont pas été prises avec la tête, mais ont été prises avec les tripes et avec le cœur. Donc c'est vraiment de ça dont il est question. Déjà, identifier quelle est la réponse la plus juste pour nous. Et ensuite, pour avoir le courage de faire ce premier pas, se souvenir, et ça c'est ce qui m'a aidé personnellement, que rien n'est définitif. On conserve nos compétences et que si demain on tourne à droite, on aura toujours la possibilité de retourner à gauche dans 3 jours si ça ne fonctionne pas. Mais il faut tester. La vie est beaucoup trop courte pour vivre une demi-vie en faisant plaisir à tout le monde. C'est votre vie, je m'énerve. J'aime parce que tu dis des phrases qui sont tellement importantes quand on a un business et qu'on sait la place que le business prend dans notre vie. Hmm. Souvent, on dit oui, il faut trouver un équilibre entre vie pro, vie perso. Ok, je suis totalement d'accord, mais quand on vit avec les tripes, comme tu le dis très bien, notre business, ça peut être très difficile parfois de juste débrancher parce qu'on le fait ou avec passion ou avec amour ou parce qu'on sait pourquoi on le fait et c'est Ouais, tellement fort. ça m'énerve cette histoire d'équilibre. Elle est où la règle? Qui a dit que l'équilibre c'était 55? Il est où le livre? Non, l'équilibre c'est celui qu'on se crée, celui dans lequel on se sent bien. Et en plus, c'est évolutif. Moi, il y aura des moments, des semaines, des mois où mon équilibre, ça va être 90% business, 10% perso. Et puis des moments où j'en ai un peu ras-le-bol, je renverse. Complètement. C'est pas l'exception qui va faire la règle. Si le rythme Non. vous convient tel qu'il est, c'est OK. D'ailleurs, on va aborder un sujet que moi j'ai adoré voir dans ton contenu et je me suis dit que je devais absolument l'apporter au sein de ce podcast parce que tu parles du coup de nouvelles habitudes au sein de son business. Oui. Quand on fait des changements, quand on fait des éléments, des ajustements, il y a forcément des nouvelles habitudes que l'on va adopter. OK? Mhm. Et on a dernièrement, à travers un livre, une notion qui est revenue très à la mode,
la Miracle Morning se lève Oh, à 5 heures on du n'en matin. peut plus. Dormez, arrêtez de vous lever. Moi, je vais vous dire dormez également. Parce que clairement, moi, ça n'a pas du tout fité et je trouve ça lunaire, mais après, très bien si certaines personnes se retrouvent dans cette notion-là. Est-ce que tu peux nous parler de cette fameuse notion de discipline? Parce que c'est vrai qu'au sein du livre, il faut être très discipliné à faire un truc, un machin, un truc à partir de telle heure jusqu'à telle heure. C'est très presque militaire et chronométré, hein. Il n'y a aucune place à la sensibilité de chacun, mais ça, encore une fois, ça n'engage que moi et ce n'est que mon interprétation. Est-ce que tu peux nous approfondir un peu qu'est-ce que c'est réellement la discipline quand on parle de nouvelles habitudes? Alors, moi, typiquement, j'ai un petit souci avec la notion de la discipline parce que je pars du principe que là où il y aura besoin de discipline, là où il y aura besoin de motivation, ça veut dire qu'on est en train de faire quelque chose qui ne nous plaît pas et qu'on ne sait pas pourquoi on le fait. Mhm. Si on aime ce qu'on fait, si on sait pourquoi on le fait, quel est le pourquoi derrière, quel est l'objectif, vers quoi cela nous amène, j'ai presque envie de dire, il n'y a plus besoin ni de motivation, ni de discipline. Donc vraiment, encore une fois, c'est une vision qui est personnelle. Il y aura plein de gens qui ne sont peut-être pas d'accord, mais de ce que j'ai pu expérimenter véritablement, c'est que là où il y a la discipline, il n'y a pas de plaisir. Je pourrais en faire un mantra Instagram. Vraiment. Là où il y a de la discipline, il n'y a pas de plaisir. Ça veut dire quoi? Si vous avez le sentiment de devoir vous forcer, vous rappeler, euh, c'est que pour moi, il y a quelque chose qui coince. Mhm. Et véritablement, quand on fait ce pourquoi on est fait, quand on a trouvé notre raison d'être, quand on fait, même sans parler d'une grande mission de vie humanitaire tournée vers les autres, juste qu'on fait ce qu'on kiffe, tout simplement, il n'y a plus cette notion de discipline. Et pour en revenir à la Miracle Morning, je peux en parler pendant des heures, mon chéri l'a fait, moi pas. Donc lui, il se lève aux aurores, il va prendre sa douche froide, faire sa méditation, son machin, son truc. Moi, je suis en train de ronfler avec mon chat, donc ça me va très bien. Là encore, je vraiment mets le red flag sur le fait d'uniformiser. Arrêtez de croire que si vous vous levez à 4 heures du mat en répétant 75 affirmations positives, en lisant 10 minutes de Napoléon Hill pour devenir riche, en faisant de la méditation et du yoga, vous atteindrez les 10 cas par mois. J'adore. Allô, faut arrêter. Donc, c'est au contraire, plutôt qu'une miracle morning, trouvez votre miracle routine, si j'ai envie de dire. Et si la routine qui vous fait plaisir à l'instant T, si vous levez à 8 heures, la tête, bon, je vais pas le dire, mais pas très bien réveillée, mais on a tous compris, à juste vous prendre un café au radar et à regarder dehors avec votre chat en train de siroter votre café, eh ben, c'est la meilleure routine du monde, si c'est celle qui vous fait du bien. Vraiment, je m'insurge un peu contre, encore une fois, les règles, il faut dire des affirmations positives, on devrait, bannissez les il faut, je dois. Il faut, je dois, ça marche que pour l'URSSAF et votre lave-vaisselle. C'est tout. À partir du moment où on précède quelque chose de il faut, je dois, on va rentrer dans ce forcing de discipline, de motivation, alors que si on peut tourner les choses ou changer nos actions de manière à les faire précéder de j'ai envie, j'aime, je choisis de, et ben l'énergie qu'on met dedans n'est absolument pas la même et on n'a pas besoin de se le rappeler, de se mettre un réveil sur le téléphone. Du coup, je vais me permettre de te poser une question qui, je sais, va faire écho dans les personnes qui vont nous écouter. Du coup, selon toi et selon ta vision et comment tu l'adoptes au quotidien, quelle est ta notion du coup d'effort? Est-ce qu'il y a des efforts que tu fais dans ton business? Parce que je sais que les gens vont me dire oui, mais on ne fait pas toujours ce qu'on aime, on est obligé de faire mille et un trucs parce qu'on est obligé d'avoir mille casquettes parce que on est tout seul et du coup, parfois, ou la compta, ça nous prend la tête, ou la création de contenu, ça nous prend la tête. Elle est où, du coup, le juste équilibre entre la notion de je fais des efforts et la notion de discipline? Selon toi, dans ton curseur, comment est-ce que tu le vois? Effectivement, il y a forcément des moments, notamment lorsqu'on est solopreneur et qu'on va faire à peu près 14 métiers avant d'avoir un client, il y aura des notions d'effort. Ça, c'est clair. Mais encore une fois, moi, j'ai vraiment cette vision de me dire, si je sais pourquoi je le fais, en fait, ça n'est plus une souffrance. La notion d'effort, si on parle de quelque chose qui nous demande des efforts, ça veut dire que ça génère une certaine douleur, quelle qu'elle soit, morale, physique, si on parle par exemple du sport.
Et je fais vraiment cette distinction entre la douleur et la souffrance. Si on sait pourquoi on le fait, on peut parfaitement supporter la douleur, ce n'est absolument pas un problème. Sinon, il n'y aurait plus d'accouchement en France. Si par contre, on ne sait pas pourquoi on a mal et on ne comprend pas, comme souvent quand on est dans un mal-être profond au travail, eh bien là, ça va entraîner de la souffrance. Mhm. La douleur, on peut la supporter. La souffrance, elle est insupportable. Donc pour moi, dépasser cette notion d'effort et quelque part embrasser la multitude de rôles, de tâches, de casquettes, de métiers que demande l'entrepreneuriat, tout est guidé par ma vision. Mhm. Tout est Exact. guidé par mon pourquoi. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'enquiquine à faire ma compta, à prendre mes factures Podia, à faire des trucs sur Canva que je savais même pas que quand on tapait C, ça faisait un cercle. Euh, j'ai découvert ça il y a une semaine. Pourquoi personne ne le dit? J'adore. Mais j'aime bien le fameux pourquoi parce que c'est vrai que très souvent, moi, on me voit un peu partout avec la création de contenu. C'est aussi le nerf de la guerre de ce que je fais. Donc, Bien sûr. j'enseigne que ce que je fais, contrairement à d'autres. Et du coup, c'est vrai que on me dit tout le temps, mais comment tu fais? Comment est-ce que c'est possible? Moi, j'arrive même pas. Mais en fait, le fameux pourquoi me Mais ouais, drive pourquoi tu le fais? Si tu exactement. sais pas pourquoi tu es sur les réseaux, parce qu'en plus déjà, t'es ni consommateur ou t'aimes pas ça, bah, ça marchera pas. Si tu sais pas pourquoi tu t'enquiquines à faire un réel parce que t'as pas ta vision, à qui tu parles, qu'est-ce que tu veux lui amener, ben ça marchera pas. Donc, il y a vraiment le pourquoi, malheureusement, est un peu galvaudé. On en a fait des caisses, mais en fait, finalement, n'oubliez pas les fondamentaux, sinon c'est eux qui vont vous rattraper. Et Simon Sinek, dans Start with Why, commence par pourquoi, il a entièrement raison. Si on n'a pas le cap, la grande destination de ce voyage qu'est l'entrepreneuriat, et je prends l'image d'un voyage en bateau, si on ne sait pas où on va, eh bien, on aura la flemme de se lever, on aura la flemme de lever les voiles, on va tourner à gauche, à droite, on ne sait pas trop où on va, ça va prendre un temps infini, puis on va râler. Oh, je suis toujours pas arrivée en Corse. Bah oui, mais Complètement. c'est très important de décider, et ça, c'est un point crucial que je vois avec mes clientes en coaching. On commence, ok, tu veux quoi? C'est quoi la réussite pour toi? Ça Mhm. ressemble à quoi? Mhm. On va où? À quoi ça sert? Complètement. Est-ce que tu sens que, du coup, toi en plus, tu es en plein coaching, enfin, tu fais du coaching, donc tu vois les femmes évoluer. Et je suis convaincue que la Vanessa d'aujourd'hui n'est pas du tout la Vanessa d'il y a un an, parce que l'entrepreneuriat, pour moi, c'est Elle est vraiment... vachement plus sympa. Vous pourrez aller voir, je vous assure, elle est très sympa. Euh, il y a vraiment cette courbe qui, à mon sens, est très... on est dans un roller coaster, c'est-à-dire que on apprend Oui. tellement, on est tellement dans un accélérateur de vie que la marine d'aujourd'hui n'est pas la même qu'il y a un an et n'est surtout pas et clairement pas la même d'il y a 3 ans. Est-ce que tu penses qu'avec ces évolutions business que l'on vit quotidiennement, même par petits pas, hein, sans que vous vous en rendiez compte, en faisant le bilan, vous allez vous dire, mais en fait, j'ai tellement évolué en si peu de temps, parce qu'on est constamment en train de se challenger, en train de sortir de nos confort, etc. Est-ce que tu penses que l'on peut, une fois dans notre vie, arriver à la meilleure version de nous-mêmes ou est-ce que c'est une version qui va être en constante construction? Ah là, mais j'espère qu'elle est en constante construction, sinon c'est chiant. Non, la meilleure version de soi, pour moi, c'est simplement, moi je la définis comme ça, la meilleure version de moi-même, c'est la version de moi qui est contente de sa journée, qui a fait un petit pas vers ses objectifs et qui se félicite de tout le chemin qu'elle a parcouru et de sa petite victoire du jour. Tu vois, en ce moment, je fais un petit challenge. J'ai invité mes followers à le faire avec moi pour même moi me remettre un petit boost de confiance. Pendant 30 jours, tous les jours, j'écris une victoire de la journée. Grande, petite, ça peut être juste, ah bah j'ai résisté à manger des chips à l'apéro de vendredi. Hop, une victoire. Pourquoi? Parce que ça montre que je suis fidèle à ce à quoi je me suis tenue, que j'ai de la détermination. Donc, cette meilleure version de nous, finalement, pour moi, c'est, on revient à cette notion d'alignement et de s'autoriser à faire ce qu'on pense, ce qu'on aime et donc ce que l'on dit. Et la plupart des mal-être que l'on rencontre aujourd'hui dans le monde du travail et même dans l'entrepreneuriat, attention, énormément de burn-out dans l'entrepreneuriat et on en parle très peu parce que justement, on est dans la passion, on y va à fond et on se crame très vite car on ne s'est jamais demandé, OK, qu'est-ce qui est juste pour moi? À quoi ressemble mon succès? Et Mhm. pour moi, vraiment, cette meilleure version, c'est véritablement me permettre d'être alignée
Et ces déséquilibres que l'on voit, c'est souvent parce qu'on pense quelque chose, on a envie d'autre chose, et on dit encore une troisième chose. Et cette espèce de zigzag, il fait en sorte qu'on s'épuise. Alors que si on en refait une ligne droite, ben pour moi, c'est ça la meilleure version. Mhm. Et si du coup on veut l'atteindre, ou du moins essayer de travailler sur ces différents points, réussir à se connaître, réussir à respecter nos envies sans être influencé par ce qu'on a vu sur Instagram ou sur TikTok ou parce que un tel il a dit que LinkedIn c'était incroyable donc on va essayer LinkedIn et après on va se prendre un mur parce qu'au final LinkedIn Arrête, je viens de commencer LinkedIn au mois de décembre, me dis pas ça! LinkedIn, c'est génial, je garderai mon avis pour moi. Et chacun fait un peu ce qu'il veut. Mais du coup, si on veut réellement respecter qui on est et ce qu'on aime réellement profondément et se reconnecter à ce fameux pourquoi, on a parlé de coaching. Bon, c'est vrai que toi, tu fais des coachings, mais tu as également des formations. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on fait si on a envie de se baigner un petit peu dans le human design, comprendre comment on fonctionne et comment on peut travailler avec toi? Complètement. Déjà, c'est très important ce que tu as dit. Et je fais juste une petite parenthèse. L'entrepreneuriat, on a dit que c'est un roller coaster émotionnel. Mais tellement. C'est un accélérateur, mais tellement. Sauf que n'oubliez pas qu'il y a une variable qui ne change jamais. Nous. Et que tout ce qu'on va apprendre, tout ce qui va évoluer, il faut que ça soit en accord avec nous. Donc, tout le travail que je fais et toutes les offres que je propose ont ce point commun. Se connaître tellement bien et tellement profondément que quel que soit le coach, le mentor, l'offre, le client, on reviendra toujours à ce qui est juste pour nous. On prendra ce qui nous sert et on laissera de côté ce qui ne nous convient pas. Donc c'est vraiment comme ça que je l'ai construit. Tout d'abord, on peut déjà juste découvrir son human design et son fonctionnement avec ce que j'appelle les analyses. Donc pendant quasiment 1 heure et demie, 2 heures, je suis très bavarde, j'explore vraiment tout le fonctionnement de la personne. Je délivre en fait son mode d'emploi qui colle avec son quotidien, j'insiste, avec ses questionnements, avec un rapport complet qui reprend tout. On veut aller plus loin et vraiment atteindre un objectif, retrouver son identité, savoir exactement ce qui est juste pour soi et comment on l'implémente dans sa vie. Et bien là, ça va être l'accompagnement et le coaching, j'ai envie de dire plus classique, hein, quelque part, aller d'un point A à un point B véritablement, toujours, toujours en suivant en fait cette ligne rouge qu'est le human design pour vraiment coller à l'unicité de la personne et qu'elle s'autorise petit à petit, et je vais l'y amener ensemble vraiment à être qui elle est et à être cette personne rouge vif au milieu de toutes ces personnes en blanc. Et le troisième point, c'est si vraiment on veut maîtriser le human design, qui est un outil, mais vraiment qui, moi, a transformé toute ma vie. Moi, j'ai l'impression d'être passée dans le film Matrix depuis que je connais le HD. C'est la formation Human Design que j'ai créée, mon bébé, puisque j'ai mis 9 mois à la faire, donc c'est clairement ça, où vraiment là, en maîtrisant l'outil clairement, déjà, c'est un puissant outil d'auto-coaching pour toujours revenir sur sa voie au fur et à mesure de son parcours entrepreneurial, parce qu'au fur et à mesure où on va avancer, on va avoir ces petits décrochages où on oublie un peu qui on est, qu'est-ce qu'on aime, on va se perdre dans les méthodes des autres. Donc se connaître, c'est revenir à soi, mais la formation permet également de l'appliquer à ses clients, à ses accompagnements, pour vraiment faire du sur-mesure. Et j'insiste là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, les gens en ont marre de la fast fashion, du fast coaching, on veut du sur-mesure, on veut vraiment que ça marche parce que moi, je sais pas toi, mais perso, j'ai prévu d'être encore là dans 10 ans. Et c'est pas un sprint, c'est un marathon encore une fois. Et le but, c'est de durer et de prendre du plaisir. Complètement. Mais de toute façon, je vais vous mettre tous les liens juste en dessous de cet épisode de podcast. Vous pourrez aller découvrir l'univers de Vanessa et vous allez voir, vous allez en apprendre encore plus que ce que vous avez Mm. appris au sein de ce podcast, parce qu'elle aborde plein de thématiques qui sont hyper importantes à mon sens. Donc merci Merci. pour ça. Merci de créer du contenu qui a du sens pour les entrepreneurs, parce que bah, tu le vis toi aussi de ton côté. Et beaucoup de Exactement. choses que tu dis, je pourrais moi-même le dire. Donc vraiment, un grand merci d'ouvrir les yeux ou du moins d'ouvrir la réflexion sur quelque chose de différent et d'ouvrir justement sur la fameuse unicité que l'on a abordée ensemble. Je te dis du coup à très bientôt et je te fais des très gros bisous. Merci beaucoup, Marina. À bientôt. Bye bye.